Dans un monde où tout change, où les relations et les possessions peuvent disparaître du jour au lendemain, s'attacher devient une source constante de souffrance. Le stoïcisme nous enseigne à vivre en paix avec cette réalité, à cultiver une force intérieure qui ne dépend ni des autres, ni des choses extérieures. Ce n'est pas de l'indifférence, mais un art de rester libre, même au cœur de la tempête. Se détacher, c'est se libérer de l'illusion de contrôle. C'est choisir de vivre avec sagesse, plutôt que de subir l'instabilité du monde. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 leçons puissantes issues du stoïcisme pour ne plus vous attacher à rien ni à personne. Des principes qui vous aideront à renforcer votre esprit, à retrouver votre autonomie émotionnelle et à avancer avec plus de sérénité. Car ce n'est pas l'absence de lien qui rend libre, mais la capacité à ne pas en être prisonnier. En comprenant ces enseignements, vous changerez votre façon de vivre, d'aimer et de choisir. Préparez-vous à une transformation intérieure profonde. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Aimer sans dépendre. Imagine un arbre en automne. Ses feuilles, dorées et vibrantes, finissent par tomber une à une. Pourtant, l'arbre ne se débat pas, il ne s'accroche pas désespérément. Il accepte. Le stoïcisme nous apprend la même sagesse dans l'amour, aimer profondément, mais sans chercher à tout contrôler. Car l'amour vrai ne signifie pas possession. Combien de personnes s'étouffent dans des relations parce qu'elles croient que l'autre leur appartient? On veut tout garder, tout figer, comme si l'amour était un objet qu'on pourrait ranger sur une étagère. Mais les êtres humains ne fonctionnent pas ainsi. Ils changent, évoluent et parfois s'éloignent. Le défi? Les aimer malgré cela. Le stoïcisme ne dit pas de devenir froid ou indifférent. Au contraire, il nous invite à aimer avec toute notre intensité, mais en gardant une chose en tête. Tout ce qui nous est donné peut un jour nous être retiré. Ce n'est pas une menace, juste une réalité. Et quand on l'accepte, on vit l'amour avec plus de légèreté et moins de peur. Pense à une vague dans l'océan. Elle monte, elle brille, puis elle disparaît dans la mer. Si tu essaies de la retenir, elle s'échappera entre tes doigts. Mais si tu admires sa beauté sans vouloir la posséder, tu profites pleinement du moment. L'amour, c'est pareil. C'est une expérience, pas une propriété. Quand tu aimes sans dépendre, tu deviens libre. Libre de ne pas être détruit si l'autre part. Libre de ne pas étouffer l'autre sous tes attentes. Libre de savourer chaque instant sans angoisse. Le stoïcisme ne t'apprend pas à moins aimer, mais à aimer mieux, avec courage, gratitude et sérénité. Bien sûr, ça ne veut pas dire que la séparation ou la perte ne fera pas mal. La douleur fait partie de la vie. Mais au lieu de t'effondrer, tu peux choisir de grandir grâce à elle. Comme un muscle qui se renforce après l'effort, ton cœur peut devenir plus résilient après une déception. Alors, comment faire pour aimer sans dépendre? Commence par te rappeler que tu es entier même seul. Ton bonheur ne doit pas reposer entièrement sur une autre personne. Apprécie sa présence, mais ne fais pas d'elle ton unique raison de vivre. Ainsi, si elle s'en va, tu restes debout. Le stoïcisme nous enseigne aussi à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Tu peux choisir d'aimer sincèrement, mais tu ne peux pas forcer l'autre à rester. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Tes actions, tes pensées, ta façon d'aimer. Le reste, laisse-le suivre son cours. Enfin, cultive la gratitude. Au lieu de craindre la fin, sois reconnaissant pour ce que tu vis maintenant. Chaque rire, chaque regard, chaque moment partagé est un cadeau. Et un cadeau, ça ne s'emprisonne pas, ça se savoure. Alors, la prochaine fois que tu aimes, souviens-toi de l'arbre en automne. Laisse tomber tes feuilles sans peur. Aime, mais ne t'accroche pas. Car l'amour le plus fort est celui qui libère au lieu d'enchaîner. Leçon 2. Détachement des biens matériels. Regarde un enfant construire un château de sable sur la plage. Il y met tout son cœur, le décore avec des coquillages, creuse des douves. Puis la marée monte, et en quelques secondes, son œuvre disparaît. Est-il désespéré? Non. Il rit et recommence plus loin.
Le stoïcisme nous invite à adopter cette même sagesse face aux biens matériels. Combien d'entre nous passent leur vie à accumuler des objets, comme si notre valeur dépendait de ce que nous possédons? Une nouvelle voiture, un téléphone dernier cri, une maison plus grande. Pourtant, tôt ou tard, tout cela s'use, se perd ou devient obsolète. Comme le château de sable, ces choses sont éphémères. La vraie question est, en faisons-nous une prison ou un jeu? Le stoïcisme ne dit pas de rejeter les possessions, mais de ne pas en devenir esclave. Imagine un outil. Un marteau est utile pour planter un clou, mais si tu t'y attaches au point de pleurer quand il se casse, il te contrôle plus que tu ne le contrôles. Les objets doivent servir, pas diriger nos émotions. Sénèque, un grand philosophe stoïcien, était l'un des hommes les plus riches de Rome. Pourtant, il répétait « Ce n'est pas le pauvre qui a peu, mais celui qui désire toujours plus ». Tu peux avoir peu et te sentir riche, ou posséder beaucoup et te sentir vide. Tout dépend de ton état d'esprit. Prenons un exemple concret. Tu perds ton téléphone. Si tu t'es convaincu que ton bonheur en dépend, c'est la panique. Mais si tu vois cela comme un simple outil remplaçable, tu restes serein. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence, c'est la liberté de ne pas laisser les objets décider de ton humeur. Comment pratiquer ce détachement au quotidien? Commence par te poser cette question. Et si je perdais cela, serais-je toujours moi? Ton identité ne devrait pas reposer sur ce que tu as, mais sur qui tu es. Un stoïcien apprécie les biens matériels, tout en sachant qu'ils ne définissent pas sa valeur. Un bon exercice est de se priver volontairement de temps en temps. Passe une journée sans smartphone, porte des vêtements simples, mange un repas frugal. Cela te rappelle que tu n'as pas besoin de beaucoup pour être heureux. Comme un muscle, le détachement se travaille. Attention, cela ne signifie pas vivre dans l'ascétisme extrême. Le but n'est pas de tout refuser, mais de ne plus craindre de perdre. Profite de ce que tu as, sans angoisse à l'idée que cela pourrait disparaître. C'est là que réside le vrai pouvoir. Rappelle-toi, les vagues de la vie emporteront toujours quelque chose. Mais si ton bonheur ne dépend pas du sable entre tes doigts, tu pourras toujours reconstruire, ailleurs, autrement. Les biens matériels sont des passagers, pas des pilotes. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de croire qu'un objet te rendra heureux, pense au château de sable. Construis, admire, puis souris quand la vague viendra. Car ce qui compte vraiment ne peut pas être emporté par la marée. Leçon 3. Accepter la perte comme un cycle naturel. Imagine un arbre en hiver. Ses branches semblent mortes, le froid a emporté ses feuilles. Pourtant, sous cette apparence de fin se cache un recommencement. Au printemps, la vie revient, plus forte. Le stoïcisme nous enseigne à voir nos pertes de la même manière. Non comme des échecs définitifs, mais comme des cycles nécessaires. Quand nous perdons quelque chose ou quelqu'un, la douleur est inévitable. Mais cette douleur elle-même est un hommage à ce que nous avons vécu. Si tu souffres, c'est parce que tu as aimé, parce que quelque chose avait de la valeur à tes yeux. Et cela, personne ne peut te le prendre. La tristesse n'est pas l'ennemi, elle est le témoin de ton humanité. Nous vivons dans une société qui nous pousse à fuir toute forme de souffrance. On nous dit de passer à autre chose, de tourner la page au plus vite. Mais le stoïcisme propose une autre voie. Ressentir pleinement, sans pour autant se noyer dans la peine. Accepter la perte, c'est reconnaître qu'elle fait partie du voyage, tout comme la pluie fait partie d'un paysage. Pense aux saisons. L'automne n'est pas une punition après l'été, c'est une transition. De même, après une perte, tu n'es pas condamné à rester dans l'hiver de ton existence. Les graines de nouveau départ sont déjà là, invisibles mais bien présentes. Ton travail n'est pas d'oublier, mais de faire confiance au temps. Comment traverser cela concrètement? D'abord, permets-toi de vivre l'émotion sans jugement. Ensuite, demande-toi, qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Et comment puis-je grandir grâce à elle? Le stoïcisme ne nie pas la peine, il l'utilise comme un terreau pour se renforcer. Les plus belles forêts poussent grâce aux cendres des anciens arbres. De même, tes épreuves passées peuvent devenir la base de ta résilience. Ce n'est pas de la positivité toxique.
C'est reconnaître que même dans l'adversité, tu as le pouvoir de choisir ta perspective. Quand tu regardes en arrière, tu réaliseras souvent que certaines des plus grandes opportunités de ta vie sont nées de ce qui semblait être une fin. Une rupture qui t'a poussé à te redécouvrir, un échec professionnel qui t'a ouvert une nouvelle voie. La vie a cette ironie magnifique. Elle nous prend quelque chose pour nous donner autre chose. Exercice pratique. Fais une liste de 3 pertes qui t'ont semblé insurmontables sur le moment, mais qui t'ont finalement apporté quelque chose de positif. Cela peut être subtil. Une leçon, une rencontre, une force intérieure. Tu verras que le cycle de la perte et du renouveau est déjà à l'œuvre dans ta vie. Le stoïcien Épictète, né esclave, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » La perte en elle-même est neutre. C'est le sens que nous lui donnons qui détermine si elle nous détruit ou nous transforme. Alors la prochaine fois que tu feras face à une fin, souviens-toi de l'arbre en hiver. Sous la neige apparente, la sève prépare déjà son retour. Ta capacité à renaître est plus forte que tu ne le crois. Après tout, chaque coucher de soleil promet une aube nouvelle. Leçon 4. Ne pas s'identifier à ce que l'on possède. Imagine un acteur sur scène. Il porte un costume magnifique, des accessoires précieux, mais quand le rideau tombe, il les retire et redevient lui-même. Le stoïcisme nous rappelle que dans la vie, nous jouons souvent ce même jeu dangereux, celui de confondre nos rôles avec notre véritable identité. Combien de fois disons-nous « je suis mon travail »,« je suis ma voiture » ou « je suis ma maison ». Pourtant, si demain tu perdais ton emploi ou tes biens, est-ce que tu cesserais d'exister? Bien sûr que non. Ce qui fait de toi une personne unique, ce ne sont pas les objets que tu accumules, mais la façon dont tu penses, dont tu aimes, dont tu surmontes les épreuves. Les stoïciens comparaient les biens matériels à des masques, utiles parfois, mais jamais à confondre avec notre vrai visage. Un masque peut impressionner, mais il finit toujours par tomber. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu montres au monde, mais à ce que tu es quand personne ne regarde. Prenons un exemple concret. 2 personnes perdent leur fortune. La première s'effondre parce qu'elle croyait que son argent la définissait. La seconde reste digne parce qu'elle sait que son caractère, son honnêteté et sa résilience lui appartiennent pour toujours. La différence? L'une s'identifiait à ce qu'elle avait, l'autre à ce qu'elle était. Comment pratiquer ce détachement au quotidien? Commence par ce simple exercice. Chaque matin, rappelle-toi 3 qualités qui te définissent vraiment. Ta gentillesse, ton courage, ton sens de l'humour. Des choses qu'aucune tempête ne peut enlever. Petit à petit, tu apprendras à t'ancrer dans ce qui compte vraiment. Le danger moderne, c'est que les réseaux sociaux nous poussent à croire que nous sommes ce que nous possédons. Les voyages que nous affichons, les vêtements que nous portons, les restaurants où nous mangeons. Mais regarde bien, ces images ne sont que des instants volés, pas toute ta réalité. Le stoïcisme nous invite à vivre pour nous-mêmes, pas pour les applaudissements des autres. Quand tu te surprends à juger quelqu'un, ou toi-même, par ses possessions, arrête-toi. Demande, et si on lui enlevait tout cela, qui resterait-il? Tu verras alors la vérité. Ce qui rend une personne remarquable, ce sont ses vertus, pas ses objets. Un cœur honnête vaut plus que tous les diamants du monde. Souviens-toi de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui écrivait « Très peu de choses sont nécessaires pour vivre une vie heureuse ». Il gouvernait le plus grand empire du monde, mais ne s'identifiait pas à son pouvoir. Son vrai refuge, son jardin intérieur de pensée et de principes, que personne ne pouvait lui voler. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de croire que tes possessions te définissent, pose-toi cette question. Si je perdais tout cela, qui serais-je vraiment? Tu découvriras peut-être avec surprise que la réponse te rend plus libre que toutes les richesses du monde. Car au final, nous ne sommes pas ce que nous avons. Nous sommes ce que nous choisissons d'être. Et cela, aucune crise ne peut nous l'enlever. Le stoïcisme ne nous apprend pas à posséder moins, mais à nous appartenir davantage. Leçon 5. La vertu comme seul vrai bien. Imagine un navire en pleine tempête. Les vagues arrachent les voiles, le bois craque, mais le capitaine reste calme à la barre. Pour les stoïciens,
La vertu est cette barre solide qui nous maintient droit quand tout autour de nous s'écroule. Pas besoin de richesse ou de gloire. Ce sont les tempêtes qui révèlent ce qui est vraiment à l'épreuve du naufrage. Aujourd'hui, on nous dit que le succès se mesure au chiffre d'un compte en banque ou au nombre d'abonnés sur les réseaux. Mais regarde bien, combien de réussites apparentes cachent des vies vides. La vertu, elle, ne trompe pas. Tu peux tout perdre. Si tu gardes ton courage, ta justice et ta sagesse, personne ne pourra jamais te prendre ta dignité. Prends l'exemple de 2 personnes face à l'adversité. La première a toujours compté sur son argent et ses relations. Quand survient une crise, elle panique. La seconde a cultivé la force morale. Elle adapte ses désirs, reste juste envers les autres, garde la tête froide. Laquelle des deux est vraiment riche? Le stoïcisme répond sans hésiter. C'est celle qui possède ce que les circonstances ne peuvent corrompre. Comment développer cette vertu au quotidien? Commence petit. Un choix courageux par jour, dire une vérité difficile. Un acte de justice, défendre quelqu'un dans l'ombre. Un moment de sagesse, écouter plus que parler. Ces gestes semblent insignifiants, mais comme des gouttes d'eau, ils finissent par creuser le marbre du caractère. Socrate, bien avant les stoïciens, montrait déjà l'absurdité de courir après les mauvais biens. Condamné à mort, il refuse de fuir, mieux vaut subir l'injustice que la commettre. Voilà la puissance de la vertu, elle transforme même une défaite apparente en victoire morale. Tes principes valent plus que ta vie, alors rien ne peut vraiment te faire peur. Attention, la vertu n'est pas la perfection. Se tromper fait partie du chemin. L'important est l'intention derrière tes actes. Hier, tu as peut-être échoué à être patient. Aujourd'hui, tu recommences. Demain, tu progresseras. Le stoïcisme est une pratique, pas un résultat. Regarde autour de toi les vrais modèles. Pas ceux qu'on encense dans les magazines, mais ces personnes ordinaires qui, dans l'épreuve, montrent une noblesse silencieuse. La grand-mère qui partage son dernier repas. L'inconnu qui rend un portefeuille. L'ami qui reste fidèle dans les mauvais jours. Eux ont compris l'essentiel. Exercice concret. Chaque soir, demande-toi non pas que ai-je acquis aujourd'hui, mais comment ai-je grandi en humanité. Une seule action honnête, un seul moment de maîtrise de soi compte plus que 10 victoires égoïstes. Petit à petit, tu bâtiras un trésor que nul ne pourra te voler. Comme le disait Épictète, ancien esclave devenu maître stoïcien, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe. La vertu est ce bouclier invisible qui te protège quand la fortune te tourne le dos. Elle ne dépend que de toi, et c'est précisément pourquoi elle est le seul bien véritable. Alors laisse les autres courir après l'or et les applaudissements. Toi, cultive ce jardin intérieur où poussent les seules fleurs qui ne fanent jamais. Quand tout s'écroulera, tu découvriras avec étonnement que ce que tu croyais être des sacrifices étaient en fait les fondations de ta vraie liberté. Leçon 6. Se préparer au pire. Imagine un pompier entrant dans un bâtiment en flammes. Sa force ne vient pas de l'ignorance du danger, mais de l'avoir anticipé par des années d'entraînement. Les stoïciens appellent cela la premeditatio malorum, non pas du pessimisme, mais une vaccination mentale contre les chocs de la vie. Nous passons tellement de temps à espérer que tout ira bien que le moindre problème nous terrasse. Et si nous inversions la logique, en envisageant calmement ce qui pourrait mal tourner, nous désarmons la surprise. Ce n'est pas invoquer le malheur, c'est se donner les moyens de le traverser sans paniquer. Prenons un exemple concret. Tu crains de perdre ton emploi. Au lieu de ruminer dans l'angoisse, pratique l'exercice stoïcien. Visualise la scène. Quelles seraient tes premières actions? Qui pourrais-tu contacter? Quelles compétences pourrais-tu développer? Soudain, ce cauchemar devient un défi gérable. La peur recule devant la préparation. Cette méthode ne rend pas insensible, elle rend lucide. En acceptant par avance que tout peut changer, une relation, une santé, une situation, tu ne vis plus dans l'illusion de contrôle. Paradoxalement, cette prise de conscience t'apporte plus de paix que tous les faux espoirs du monde. Comment pratiquer sans sombrer dans l'anxiété?
Limite-toi à 5 minutes par jour. Pense à un scénario redouté, puis demande-toi « Quelles ressources ai-je pour y faire face ?» Souvent, tu réaliseras que tu es plus fort que tu ne le crois. Comme un muscle, la résilience se développe par un entraînement progressif. Les grands stoïciens étaient maîtres en cet article. Sénèque, riche ministre, s'imposait régulièrement des périodes de pauvreté volontaire. Pourquoi ? Pour savourer ce qu'il avait tout en s'assurant qu'il pourrait s'en passer. Son secret, celui qui sait être pauvre ne l'est jamais vraiment. Dans notre monde obsédé par le confort, cette pratique semble radicale. Pourtant, regarde les enfants, ils jouent à se faire peur pour le plaisir de se rassurer après. Nous pourrions en faire autant avec nos craintes adultes. En les affrontant mentalement, nous leur enlevons leur pouvoir de nous paralyser. Un exercice puissant. Écris la lettre que tu n'aimerais jamais avoir à écrire. Une rupture, un échec, une mauvaise nouvelle. Puis écris ta réponse idéale. Tu verras que les mots pour traverser l'épreuve sont déjà en toi, attendant d'être reconnus. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans tempête, mais une boussole pour toutes les traversées. En pratiquant cette anticipation sage, tu ne changes pas le monde extérieur, tu renforces ton monde intérieur. Et c'est là que réside la vraie liberté. Alors, la prochaine fois que l'inquiétude te pointe, rappelle-toi. Les Romains gardaient toujours un sac de voyage près de la porte. Non par peur, mais par sagesse. Ton sac à toi, c'est ta préparation mentale. Une fois prêt, tu peux enfin vivre pleinement, non plus malgré les risques, mais libéré de leur emprise. La préparation stoïcienne ne consiste pas à imaginer des catastrophes pour s'en effrayer, mais à les désamorcer par la raison. Quand tu envisages calmement le pire, tu réalises qu'il a moins de pouvoir sur toi que tu ne le pensais. C'est comme regarder un monstre sous la lumière du jour. Son ombre menaçante se réduit à une forme banale. L'anxiété prospère dans l'inconnu. La lucidité stoïcienne la prive de son terrain fertile. Prenons l'exemple d'un orateur qui craint le trou de mémoire. S'il pratique la préméditation, il imagine ce scénario et prépare des phrases de transition pour rebondir. Le jour J, s'il bafouille, il reste maître de la situation. Cette méthode fonctionne pour tout. Un voyage annulé, une dispute possible, un projet qui échoue. En anticipant les obstacles, tu gardes ton pouvoir d'action au lieu de subir les événements. Les stoïciens comparaient la vie à une mer changeante. Un marin prudent étudie les cartes avant de partir. Où sont les récifs? Les courants dangereux? Cela ne l'empêche pas de naviguer avec joie. Au contraire, cela lui permet de mieux apprécier la traversée. De même, reconnaître les risques potentiels de l'existence n'enlève rien à sa beauté. Cela te permet simplement d'éviter de te briser sur les écueils que tu as appris à repérer. Cette pratique a un effet secondaire surprenant. Elle intensifie la gratitude. Quand tu réalises que tout peut être perdu, ta santé, tes proches, tes biens, chaque jour avec ses trésors devient précieux. Les stoïciens appelaient cela la memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Non pour être morbide, mais pour savourer l'instant présent. La préparation au pire rend paradoxalement plus présent au meilleur. Certains objecteront que trop anticiper gâche le plaisir. C'est mal comprendre l'exercice. Il ne s'agit pas de se complaire dans des scénarios noirs, mais de s'entraîner comme un athlète mental. Un boxeur prépare ses esquives sans pour autant s'imaginer constamment à terre. De même, tu peux envisager les difficultés sans y rester bloqué. La clé est dans la durée limitée de l'exercice, suivie d'un retour conscient au présent. La psychologie moderne rejoint ici la sagesse antique. Les thérapies cognitives utilisent des techniques similaires pour traiter l'anxiété. Exposition graduée aux peurs, préparation aux scénarios redoutés. La différence? Les stoïciens l'ont codifié il y a 2000 ans. Ton esprit est comme un système immunitaire. En l'exposant à petite dose aux adversités imaginées, tu le renforces contre les chocs réels. Un piège à éviter, croire que tout peut être contrôlé par la préparation. Les stoïciens insistaient sur la distinction cruciale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tu peux préparer ton esprit à une perte, mais pas empêcher toute souffrance.
L'objectif n'est pas d'éliminer la douleur, mais de t'éviter la double peine. La souffrance initiale, plus la panique de ne pas l'avoir vue venir. Appliqué aux relations, cet exercice devient puissant. Imagine ce dialogue. Et si mon partenaire me quittait? Au lieu de sombrer dans la peur, demande-toi, que ai-je appris dans cette relation? Comment grandirais-je malgré tout? Tu découvriras que ton bonheur ne tient pas à une seule personne, mais à ta capacité à aimer et te reconstruire. Cela ne rend pas l'hypothèse moins douloureuse, mais moins terrifiante. Au niveau sociétal, cette pratique stoïcienne pourrait transformer notre rapport aux crises. Au lieu de la sidération collective face aux pandémies ou aux krachs économiques, une culture habituée à l'exercice de préparation réagirait avec plus de résilience. Les peuples les plus résistants ne sont pas ceux qui n'ont jamais connu de malheur, mais ceux qui ont intégré la possibilité du chaos dans leur vision du monde. Enfin, rappelons que cet entraînement vise à libérer, non à paralyser. Une fois que tu as envisagé les pires scénarios et préparé tes réponses, tu peux lâcher prise. Comme un alpiniste vérifie son matériel avant l'ascension, puis profite pleinement du paysage. La préméditation des mots n'est pas une fin en soi, mais un outil pour reconquérir ta liberté mentale. Le vrai but? Vivre pleinement, avec en poche la tranquille certitude que quoi qu'il arrive, tu sauras rebondir. Leçon 7. Gratitude sans attachement. Imagine tenir un verre d'eau cristalline dans tes mains. Tu admires sa fraîcheur, tu sens sa transparence, mais tu sais qu'un geste brusque pourrait le faire tomber. Le stoïcisme nous enseigne à vivre ainsi avec tout ce que nous possédons, en appréciant pleinement chaque chose tout en acceptant qu'elle puisse nous échapper à tout moment. Nous vivons dans l'illusion que certaines choses nous appartiennent pour toujours. Notre santé, nos relations, nos biens. Pourtant, regarde autour de toi. Combien de personnes ont tout perdu du jour au lendemain? Cela ne signifie pas qu'il faut vivre dans la peur, mais plutôt cultiver une gratitude plus profonde, plus consciente de la précarité de toute chose. La gratitude stoïcienne est radicalement différente de la reconnaissance ordinaire. Elle ne dit pas simplement « merci pour ce que j'ai », mais « je sais que ceci est un prêt temporaire ». Cette nuance change tout. Elle transforme chaque moment en cadeau plutôt qu'en dû. Ton corps, tes proches, tes biens. Tout cela t'est confié pour un temps, pas donné pour l'éternité. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. La plupart des gens aiment avec une peur sous-jacente. Et s'il elle partait? Le stoïcien, lui, aime en disant « Je sais que tu pourrais partir, et c'est précisément pourquoi je chéris chaque jour avec toi. » Cette conscience n'affaiblit pas l'amour, elle le purifie de la possessivité. Comment pratiquer cette gratitude libératrice? Commence par un exercice simple. Chaque matin, choisis 3 choses dans ta vie et dis-toi « Ceci n'est pas à moi pour toujours ». Cela peut être ta vue, ton travail, ton logement. Puis, tout au long de la journée, observe ces choses avec une attention renouvelée, comme si c'était la dernière fois que tu les voyais. Les stoïciens pratiquaient régulièrement ce qu'ils appelaient l'exercice de la perte. Ils s'imaginaient se réveiller sans leurs biens, sans leurs proches, sans leur statut. Non par masochisme, mais pour éprouver une vérité essentielle. Même dans le pire scénario, leur capacité à choisir leur attitude restait intacte. Cet exercice rendait leur gratitude plus vive et leur détachement plus paisible. Cette approche transforme aussi notre rapport à la souffrance. Quand nous perdons quelque chose que nous savions déjà précaire, la douleur reste, mais elle n'a pas ce goût d'injustice qui rend la peine insupportable. Nous pouvons alors dire « Je savais que ce moment viendrait. Maintenant, je rends ce qui m'a été prêté. » Dans un monde qui nous pousse à toujours vouloir plus, la gratitude stoïcienne est une révolution tranquille. Elle nous apprend à trouver l'abondance non dans l'accumulation, mais dans la conscience du caractère éphémère de toute chose. Plus tu acceptes que rien ne t'appartient vraiment, plus tu deviens capable de tout apprécier à sa juste valeur. La prochaine fois que tu tiendras quelque chose de précieux, un objet, une main aimée, un moment de bonheur, souviens-toi, ce n'est pas à toi, c'est avec toi. Cette simple nuance peut changer toute une vie. Car ce qui est prêté, on en prend soin avec plus d'attention, plus de tendresse, plus de gratitude. Finalement,
Le stoïcisme ne nous apprend pas à moins aimer ou moins posséder, mais à mieux vivre avec la réalité fondamentale de l'existence. Tout passe. Et c'est précisément parce que tout passe que chaque instant mérite d'être vécu avec une intensité et une gratitude renouvelées. La vraie paix vient non de la certitude de garder, mais de la capacité de laisser aller. Pense à la façon dont tu tiens un oiseau dans ta main. Trop serré, tu l'étouffes, trop lâche, il s'envole. Le stoïcisme nous apprend cette juste pression avec tout ce que nous aimons. Nos relations, nos possessions, même notre santé. Tout demande ce paradoxe. Assez de force pour apprécier, assez de légèreté pour laisser partir. C'est dans cet équilibre que réside la vraie liberté intérieure. La société moderne nous conditionne à croire que la sécurité vient de l'accumulation. Plus nous avons, moins nous craignons. Mais regarde les faits. Les plus grandes peurs viennent souvent de ceux qui ont beaucoup à perdre. Le mendiant qui possède peu ne tremble pas devant les fluctuations boursières. La gratitude stoïcienne inverse la logique. Moins tu t'identifies à ce que tu as, plus tu deviens invulnérable aux caprices du destin. Pratique cet exercice quand tu te surprends à trop t'attacher à quelque chose. Imagine-toi dans 10 ans regardant en arrière. Cette chose qui te semble si cruciale aujourd'hui, quelle place aura-t-elle vraiment dans ta vie ? Cette mise en perspective temporelle est un antidote puissant contre l'attachement excessif. Elle révèle ce qui compte vraiment et ce qui n'est qu'accessoire dans le grand voyage de ton existence. Les enfants sont nos meilleurs maîtres en gratitude sans attachement. Observe un enfant jouer avec une bulle de savon. Il rit, l'adore, la suit des yeux, puis elle éclate. Il pleure peut-être quelques secondes, puis court vers la prochaine bulle avec la même joie intacte. Nous, adultes, voudrions mettre la bulle sous cloche pour toujours. Et c'est précisément pourquoi nous souffrons davantage quand elle disparaît inévitablement. Cette philosophie transforme radicalement notre rapport au vieillissement. Au lieu de lutter désespérément contre les signes du temps, le stoïcien apprend à les accueillir comme des rappels précieux. Ce corps n'est qu'en prêt, profitons tant qu'il fonctionne bien. Chaque ride devient alors non pas une ennemie, mais le témoin d'une vie vécue, d'expériences accumulées, de sagesse en croissance. Appliquée au bien matériel, cette attitude crée une relation plus saine avec la consommation. Avant d'acheter, demande-toi, si je devais perdre cet objet demain, en souffrirais-je excessivement ? Cette simple question filtre les achats compulsifs et ne laisse passer que ce qui a une vraie valeur pour toi. Paradoxalement, moins tu dépends des objets, plus tu peux en jouir pleinement. Dans les relations, cette pratique prévient les dépendances affectives toxiques. Aimer sans attachement ne signifie pas aimer à moitié, mais aimer en laissant à l'autre sa liberté fondamentale d'être et de choisir. C'est comprendre que si quelqu'un reste avec toi, ce doit être par choix quotidien, non par obligation ou peur. Cette vérité, bien qu'effrayante au premier abord, est le fondement des relations authentiques. Les stoïciens voyaient la vie comme un banquet où les plats nous sont présentés temporairement. Certains nous restent longtemps, d'autres nous sont retirés rapidement. Notre tâche n'est pas de nous cramponner au plat, mais de savourer chacun tant qu'il est devant nous, puis de le rendre avec gratitude quand le serveur, le destin, vient le reprendre. Cette métaphore change notre rapport à toute expérience. Quand tu te surprends à ressentir de l'avidité ou de la peur de manquer, rappelle-toi ceci. Tout ce dont tu as vraiment besoin en ce moment, tu l'as déjà. L'air dans tes poumons, la conscience qui te permet de lire ces mots, la vie qui pulse en toi. Ces dons fondamentaux ne peuvent être enlevés tant que tu vis. Le reste n'est que bonus temporaire, aussi agréable soit-il à expérimenter. Enfin, souviens-toi que cette pratique n'est pas une résignation morose, mais une libération joyeuse. Comme un voyageur qui apprécie chaque paysage sans essayer de le figer, tu peux traverser l'existence avec un cœur à la fois reconnaissant et léger. La gratitude sans attachement est peut-être la forme d'amour la plus mature qui soit. Aimer pleinement tout en gardant les mains ouvertes. Leçon 8. Tout est impermanent. Regarde un nuage dans le ciel. Il se forme, se transforme, puis disparaît sans lutte. Notre existence ressemble à cette danse éphémère. Mais contrairement aux nuages, nous résistons souvent au flux naturel de la vie. Le stoïcisme nous invite à observer cette impermanence non comme une menace, mais comme la respiration même de l'univers.
Chaque matin apporte son lot de changements. Ton corps vieillit imperceptiblement, tes proches évoluent, ton environnement se modifie. Combien de souffrances viennent de notre refus d'accepter cette évidence? Nous voulons figer le temps, garder nos parents éternellement jeunes, nos relations inchangées. Pourtant, c'est précisément parce que rien ne dure que chaque instant devient précieux. Prenons l'exemple des saisons. Imaginons un arbre qui refuserait de perdre ses feuilles en automne. Il épuiserait ses ressources à lutter contre l'inévitable. Nous faisons souvent de même avec les cycles de notre vie. Le stoïcien, lui, comprend qu'accepter l'automne intérieur prépare le printemps futur. La sagesse consiste à distinguer ce qu'on peut influencer de ce qu'on doit simplement accueillir. Cette conscience de l'impermanence pourrait sembler décourageante, mais elle libère une énergie insoupçonnée. Quand tu sais que tes difficultés actuelles ne dureront pas, tu les traverses avec plus de légèreté. Quand tu réalises que tes joies sont temporaires, tu t'y plonges avec plus d'intensité. C'est le paradoxe stoïcien. Reconnaître que tout passe nous ancre plus profondément dans le présent. Comment pratiquer cette acceptation au quotidien? Commence par observer les micro-changements autour de toi. La lumière qui varie dans ta pièce, l'humeur fluctuante des collègues, ton propre état d'esprit qui se modifie. Petit à petit, tu développeras une familiarité bienveillante avec le mouvement perpétuel de l'existence. Les grands maîtres stoïciens comparaient la vie à un fleuve. Tu ne peux jamais entrer deux fois dans la même eau, pourtant c'est toujours le même fleuve. Nous sommes comme ce courant, constamment changeant, mais fondamentalement continu. Nos peurs du changement viennent souvent de la confusion entre notre essence permanente et ses expressions temporaires. Dans nos relations, cette compréhension apporte une profonde paix. Au lieu de reprocher à un ami d'évoluer, tu apprends à l'accompagner dans ses transformations. Au lieu de t'accrocher à une image figée de ton conjoint, tu découvres la joie de le redécouvrir chaque jour. L'impermanence devient alors non pas une menace, mais une aventure partagée. Le monde moderne nous pousse à rechercher la stabilité absolue, dans nos carrières, nos comptes bancaires, nos relations. Pourtant, plus nous résistons au changement, plus nous souffrons quand il survient inévitablement. Le stoïcisme propose une alternative radicale. Développer en soi une flexibilité intérieure qui nous permet de naviguer toutes les tempêtes. Exercice pratique. Choisis un objet dans ta maison que tu aimes particulièrement. Observe-le attentivement en te disant « Un jour, je ne posséderai plus ceci ». Puis étends cette réflexion à ton corps, tes compétences, tes relations. Cette pratique ne vise pas à créer de la tristesse, mais à cultiver une appréciation plus aiguë de ce que tu as maintenant. En fin de compte, l'impermanence est le grand enseignant de lâcher prise. Comme le surfeur qui ne combat pas la vague mais apprend à l'utiliser, nous pouvons cesser de lutter contre le flux de la vie. Ce n'est pas notre bateau qui doit devenir plus solide, mais notre capacité à naviguer qui doit s'affiner. La sérénité stoïcienne naît précisément de cette alliance avec le changement plutôt que de sa résistance. Imagine une forêt après un incendie. Ce qui semble d'abord une destruction totale devient en réalité l'occasion d'un renouveau. Les graines enfouies germent, les espèces concurrentes ont disparu, un écosystème plus résilient émerge. Le stoïcisme nous apprend à voir nos propres incendies avec ce même regard. Ce qui semble une fin est souvent le terreau d'un nouveau commencement que nous n'avons pas encore les yeux pour voir. Nos sociétés modernes entretiennent le mythe dangereux du happy end définitif. On croit qu'après le mariage, la promotion ou l'achat de la maison, tout sera enfin stable. Mais la vie continue son flux inexorable. Les stoïciens proposent une vision plus réaliste. Chaque happy end n'est qu'un point de passage vers de nouveaux défis et joies. C'est en abandonnant l'illusion des fins définitives qu'on trouve la paix. Pratique l'exercice du déjà disparu. Devant un paysage que tu aimes, ferme les yeux et imagine que tout a été détruit. Puis rouvre-les et contemple ce qui est là, maintenant. Ce va-et-vient mental transforme ton regard. Ce n'est plus un dû, mais un cadeau provisoire. Tu ne verras plus jamais exactement ce paysage, ces nuages, cette lumière. Cette conscience aiguise merveilleusement la perception. Dans le domaine professionnel, l'acceptation de l'impermanence est une arme secrète.
Les métiers évoluent, les entreprises disparaissent, les compétences deviennent obsolètes. Celui qui cultive la flexibilité stoïcienne ne craint pas ces vagues. Il apprend constamment à surfer sur de nouvelles réalités. Sa sécurité ne vient pas de son poste, mais de sa capacité à s'adapter et réinventer. Les relations parents-enfants illustrent parfaitement cette impermanence. L'enfant qui dépend totalement devient adolescent rebelle, puis adulte autonome. Les parents qui s'accrochent à une phase créent des tensions. La sagesse stoïcienne, chérir chaque étape tout en préparant activement la suivante. Aimer, c'est consentir à ce que l'être aimé nous échappe progressivement. C'est le prix et la beauté de l'éducation. Notre corps nous enseigne quotidiennement l'impermanence. Une cellule de peau meurt toutes les 30 secondes. Notre squelette se renouvelle tous les 10 ans. Nous sommes littéralement une rivière changeante. Plutôt que de lutter contre ce flux, rides, cheveux blancs, les stoïciens proposent de l'observer avec curiosité bienveillante. Ce corps qui change est le véhicule temporaire d'une conscience éternelle. L'impermanence explique pourquoi les souvenirs sont souvent plus beaux que la réalité vécue. En se fixant dans notre mémoire, ils échappent aux changements qui affectent toute chose vivante. Mais le stoïcien ne se réfugie pas dans le passé. Il préfère savourer le présent mouvant, sachant que cette saveur même vient de sa fugacité. Comme un bon repas qu'on apprécie davantage parce qu'on sait qu'il aura une fin. La méditation sur l'impermanence était centrale dans le stoïcisme antique. Marc Aurèle s'exerçait à voir chaque chose comme déjà en train de disparaître. Cette pratique ne rend pas cynique, mais intensément présent. Quand tu sais que ton café du matin est unique, jamais le même goût, la même température, tu le bois avec une attention qui en multiplie le plaisir. Dans les moments difficiles, cette conscience devient un réconfort. Ceci aussi passera n'est pas une banalité, mais une vérité profonde. Aucune douleur, aucune joie ne dure éternellement. Le stoïcien traverse les tempêtes en sachant qu'elles modifieront son paysage intérieur, mais que sa capacité à naviguer demeure. Cette perspective donne le courage d'affronter les phases sombres. En dernière analyse, l'impermanence est ce qui donne son prix à l'existence. Une rose en plastique ne fane pas, mais elle ne vibre pas de vie. Le stoïcisme nous invite à embrasser notre fragilité temporelle non comme une malédiction, mais comme la condition même de notre authenticité. Dans ce ballet cosmique où tout naît, se transforme et meurt, nous trouvons notre place en dansant avec grâce plutôt qu'en résistant au rythme. Leçon 9. Vivre le moment présent. Imagine un funambule marchant sur son fil. Où pose-t-il son attention? Pas sur la chute passée ni sur la plateforme lointaine, mais sur le point précis où son pied rencontre la corde. Le stoïcisme nous enseigne cette même présence totale. Le passé est un souvenir, le futur une projection, seul l'instant présent est réel. Nous passons nos jours à ressasser hier et à anticiper demain, comme si vivre en différé était possible. Pourtant, regarde autour de toi, l'oiseau chante maintenant, le soleil chauffe ta peau à cet instant précis. La vie ne se produit nulle part ailleurs qu'ici et maintenant. Nos souffrances mentales naissent souvent de notre refus de cette évidence simple mais profonde. Prenons un exemple concret. Tu marches dans la rue en ruminant une dispute passée ou en stressant pour une échéance future. Pendant ce temps, tu ne vois pas le ciel bleu, tu n'entends pas les rires autour de toi, tu ne sens pas l'air sur ton visage. Le stoïcisme propose un changement radical. Et si chaque pas devenait une destination en soi? Non pas un moyen d'aller quelque part, mais une expérience à part entière. Cette présence n'est pas de l'inconscience ou de l'irresponsabilité. Au contraire, c'est en étant pleinement présent qu'on prend les meilleures décisions pour l'avenir. Un médecin stoïcien ne soigne pas moins bien parce qu'il se concentre sur la consultation actuelle plutôt que sur sa pile de dossiers. Sa qualité d'écoute devient même plus aiguë, son diagnostic plus précis. Comment cultiver cette présence au quotidien? Commence par des ancrages simples. Avant de commencer une tâche, prends 3 respirations conscientes. En marchant, sens tes pieds toucher le sol. En mangeant, savoure vraiment chaque bouchée. Ces micro-pratiques réveillent progressivement ton attention endormie. Elles sont les pompes de fitness de ta présence mentale. Les stoïciens distinguaient 2 types de temps,
le chrono, temps mesuré, et le kéro, moment opportun. Le premier s'écoule inexorablement, le second se saisit par la présence. En étant attentif, tu repères les kéros, ces occasions fugaces où une parole, un geste ou une décision peut tout changer. Le présent n'est pas qu'un point sur la ligne du temps, c'est le seul endroit où tu peux réellement agir. Dans nos relations, cette présence est un cadeau inestimable. Combien de conversations avons-nous où nous préparons déjà notre réponse au lieu d'écouter vraiment? Le stoïcien pratique l'écoute active. Il donne à l'autre l'espace d'exister pleinement dans l'instant partagé. Paradoxalement, c'est en cessant de penser à l'impression qu'on devient le meilleur interlocuteur. Le monde moderne nous vole constamment le présent. Notifications, multitâches, planning surchargé, tout est conçu pour nous disperser. Le stoïcisme propose une résistance tranquille. Faire une chose à la fois et la faire totalement. Écrire un email comme si c'était le plus important. Laver la vaisselle comme une méditation. Parler à un collègue comme s'il était la seule personne au monde. Exercice puissant. Choisis une activité banale de ta journée. Te brosser les dents, prendre ta douche, attendre le bus, et transforme-la en rituel de présence. Observe toutes les sensations, les détails habituellement ignorés. Tu découvriras que le banal regorge de merveilles quand on lui accorde une attention neuve. Le présent n'est jamais pauvre. Seul notre regard peut l'être. En fin de compte, vivre le moment présent n'est pas une technique, mais un réalignement avec la nature même de l'existence. Hier est un souvenir, demain une hypothèse, mais maintenant tu es vivant. Le stoïcien ne fuit pas ses responsabilités, il les assume pleinement dans l'instant où elles se présentent. Et c'est précisément cette présence totale qui transforme chaque action ordinaire en œuvre de sagesse. Observe un chat, il ne rumine pas ses erreurs de chasse passée, ne stresse pas pour ses prochains repas. Quand il se repose, tout son corps exprime le repos complet. Quand il joue, c'est avec une intensité totale. Les animaux sont nos maîtres spontanés de présence. Le stoïcisme ne nous invite pas à devenir des chats, mais à retrouver cette capacité naturelle à être totalement où nous sommes, à faire totalement ce que nous faisons. La douleur physique nous apprend une leçon paradoxale. Elle est plus facile à supporter quand on l'affronte instant après instant, plutôt que d'anticiper sa durée future. Le marathonien ne pense pas aux kilomètres restants, il se concentre sur le pas actuel. Le stoïcien applique cela à toutes les épreuves. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Cette focalisation rétrécit les montagnes en cailloux franchissables. Nos écrans nous ont appris à zapper constamment, et nous appliquons cette habitude à nos propres pensées. Mais regarde une vague, elle ne peut être à la fois au large et sur le rivage. Notre esprit non plus. Quand tu travailles, sois totalement au travail. Quand tu te reposes, repose-toi vraiment. Cette discipline stoïcienne semble simple, mais elle révolutionne la qualité de chaque expérience. Les enfants nous montrent cette présence naturelle. Un enfant triste pleure à chaudes larmes, puis 5 minutes plus tard rit aux éclats. Son émotion est totale, mais ne s'étire pas indûment. Le stoïcien cultive cette capacité à être pleinement dans ce qu'il vit, sans la contamination des autres moments. Sa tristesse est pure, sa joie est complète, car chacune existe dans son propre espace-temps. Dans les arts martiaux, on enseigne que si ton esprit s'échappe vers le passé ou le futur, ton corps perd son centre de gravité. Le stoïcisme applique ce principe à la vie entière. Ta puissance d'action maximale se trouve dans l'alignement complet avec l'instant. Les décisions les plus justes, les actions les plus efficaces naissent de cette présence totale, non des calculs anxieux ou des regrets stériles. La nature est une école permanente de présence. Un arbre ne lutte pas contre l'hiver quand c'est l'été, ne regrette pas ses feuilles en automne. Il suit le rythme présent sans résistance. Nous pouvons nous inspirer de cette sagesse végétale. Fleurir quand c'est le moment de fleurir, se reposer quand c'est le temps du repos, sans vouloir tout contrôler ni anticiper. Le langage lui-même nous trahit. Nous disons « passer le temps » comme s'il s'agissait d'une épreuve à endurer. Les stoïciens proposent plutôt des « habiter le temps ». La différence est immense. On ne passe pas un moment avec un être cher, on le vit intensément.
Ce changement de perspective transforme chaque journée en une série d'expériences à savourer, non d'obstacles à franchir. La présence stoïcienne est particulièrement précieuse dans les moments difficiles. Au lieu de dire « je ne supporte plus cette situation », demande-toi « est-ce que je la supporte en cet instant précis ?» Tu découvriras souvent que ta souffrance vient de l'anticipation de la durée, non de l'expérience immédiate. Ce réalignement avec le maintenant allège considérablement les épreuves. Exercice avancé, pratique la présence partagée. Quand tu es avec quelqu'un, sois simultanément conscient de ta propre expérience et attentive à celle de l'autre. Cette double attention crée des connexions d'une qualité rare. L'autre se sent véritablement vu et entendu, non comme un rôle social, mais comme un être unique dans ce moment unique. En dernière analyse, le présent est le seul terrain où nous pouvons exercer notre liberté véritable. Le passé est figé, le futur incertain, mais maintenant tu peux choisir ton attitude, ton attention, ta réponse. Le stoïcien ne sacrifie pas ce pouvoir réel pour des illusions temporelles. Sa devise secrète, « Je ne possède que cet instant », qu'il soit donc pleinement vécu. Règle 10. Soyez maître de vos pensées. Imagine ton esprit comme un jardin. Les pensées sont des graines. Certaines fleurissent en belles plantes, d'autres en mauvaises herbes envahissantes. Le stoïcisme nous apprend à devenir des jardiniers attentifs de ce terrain intérieur, car c'est là que se joue toute notre expérience du monde. Ce n'est pas la pluie qui te mouille, mais l'absence de parapluie dans ton esprit. Combien de fois souffrons-nous non pas à cause des événements, mais à cause de notre interprétation de ces événements. Un retard de train devient un drame si tu y vois une injustice personnelle, mais une simple occasion de lire si tu changes ton regard. La magie du stoïcisme réside dans cette découverte. Entre ce qui t'arrive et ta réaction, il existe un espace de liberté où tu peux choisir ta pensée. Prenons un exemple concret. Ton ami ne répond pas à ton message. Première pensée, il m'ignore, je ne compte pas pour lui. Souffrance immédiate. Deuxième option, il est probablement occupé, je verrai plus tard. Sérénité. La situation est identique, seul ton discours intérieur change. Cela ne signifie pas nier la réalité, mais refuser de la transformer en drame avant d'en avoir la preuve. Nos sociétés modernes nous conditionnent à réagir immédiatement, émotionnellement. Les réseaux sociaux, les infos en continu, tout pousse à l'impulsivité. Le stoïcien, lui, pratique la pause mentale. Avant de réagir, il se demande « cette pensée m'élève-t-elle ou m'enfonce-t-elle ? Est-ce un fait ou mon interprétation ?» Ce simple filtre transforme radicalement la qualité de ta vie intérieure. Comment entraîner ce muscle mental ? Commence par observer tes pensées comme un témoin neutre. Quand une émotion négative surgit, demande-toi quelle pensée se cache derrière. Tu découvriras des croyances invisibles qui dirigent tes réactions. Je dois être parfait. Les autres doivent m'approuver. Ces règles rigides sont des sources de souffrance bien plus que les événements eux-mêmes. Les stoïciens pratiquaient des exercices matinaux pour préparer leur esprit. Avant de sortir du lit, ils anticipaient « Aujourd'hui, je pourrais rencontrer des gens impolis, des obstacles inattendus. » Non par pessimisme, mais pour prépositionner leur réaction. Ainsi, quand l'adversité survenait, ils n'étaient pas pris au dépourvu. Leur esprit restait maître au lieu d'être emporté par les circonstances. Dans les relations, cette maîtrise des pensées est une arme de paix. Plutôt que de supposer, il fait exprès de. Le stoïcien questionne « Quelle autre explication est possible ?» Cette habitude désamorce les conflits avant même qu'ils ne naissent. Elle transforme les malentendus en occasion de dialogue plutôt qu'en source de rancune. Le monde extérieur restera toujours imprévisible. Les gens diront ce qu'ils veulent, les événements tourneront comme ils peuvent. Mais ton monde intérieur, c'est ta forteresse. Personne ne peut imposer une pensée sans ton consentement. Même dans les pires circonstances, tu conserves ce pouvoir ultime. Choisir comment tu vas percevoir et nommer ce qui t'arrive. Exercice puissant. Tiens un journal de tes pensées automatiques. Chaque soir,
Note une situation difficile et les pensées qui l'ont accompagnée. Puis réécris ces pensées en version plus stoïcienne. Par exemple, « Mon patron me critique » devient « Mon patron donne son avis sur mon travail, ce qui me permet de m'améliorer ». Petit à petit, tu reprogrammeras ton logiciel mental. En fin de compte, être maître de ses pensées ne signifie pas contrôler chaque idée qui traverse l'esprit, c'est impossible. Cela signifie choisir celle auquel tu donnes de l'attention et du crédit. Comme un chef d'orchestre, tu ne joues pas tous les instruments, mais tu décides quelle mélodie émergera du chaos. Et cette mélodie, c'est ta vie même. Observe comment les mêmes événements produisent des réactions diamétralement opposées selon les personnes. Un licenciement peut plonger l'un dans la dépression tandis qu'un autre y voit une opportunité de reconversion. La différence ne réside pas dans les faits, mais dans le récit qu'on s'en fait. Le stoïcien cultive cette conscience. Il n'est pas victime des circonstances, mais que auteur de leur signification. Nos pensées toxiques ressemblent à des logiciels espions fonctionnant en arrière-plan. Je n'y arriverai jamais. Personne ne m'aime. Ces programmes invisibles drainent notre énergie. La pratique stoïcienne consiste à faire un scan mental régulier pour les détecter. Une pensée identifiée perd déjà la moitié de son pouvoir. La lumière de la conscience est le premier pas vers la liberté intérieure. Dans les moments de crise, cette maîtrise devient un ancrage vital. Plutôt que de céder à la pensée catastrophiste, tout est fini, le stoïcien pose des questions constructives. Quel est le premier petit pas que je peux faire? Quelles ressources ai-je encore? Ce changement de focus transforme l'énergie de la panique en carburant pour l'action. Les grands orateurs stoïciens pratiquaient un exercice révélateur, reformuler chaque problème en défi ou exercice. Ce simple changement de vocabulaire modifiait leur posture mentale. Essaie, au lieu de « j'ai un problème de santé », dis « mon corps me propose un défi d'attention et de patience ». Le contenu est identique, mais l'expérience vécue radicalement différente. Attention au piège des fausses pensées stoïciennes. Je ne devrais pas ressentir cela. Est une pensée rigide qui nie ta réalité. La vraie maîtrise consiste à accueillir toutes les émotions tout en choisissant comment les interpréter. Je ressens de la colère et je peux décider d'en faire une force constructive. Voilà l'équilibre authentique. La méditation est un allié précieux pour cette discipline. En observant ton souffle, tu entraînes ton esprit à revenir au présent quand il s'égare dans des ruminations. C'est comme un entraînement sportif pour ton muscle attentionnel. Quelques minutes par jour suffisent à créer une différence notable dans ta capacité à diriger tes pensées. Les stoïciens distinguaient les impressions premières automatiques des jugements choisis. Voir son enfant tomber provoque une réaction immédiate de peur. C'est normal. Mais ensuite, tu peux choisir le jugement. C'est une occasion de lui apprendre la résilience, plutôt que « le monde est dangereux ». Cette distinction libère de l'esclavage des réactions émotionnelles brutes. Dans les relations conflictuelles, cette maîtrise offre une superpuissance. Pouvoir se dire « cette personne agit selon ses valeurs, comme moi j'agis selon les miennes ». Ce recul désarme la colère en remplaçant le « il est méchant » par « il est différent ». Tu ne contrôles pas ses actes, mais tu gardes le contrôle sur ton interprétation. Exercice avancé, pratique la visualisation inverse. Avant un événement stressant, imagine non seulement le succès, mais aussi comment tu interpréteras l'échec potentiel. Si je rate cette présentation, ce sera une excellente leçon d'humilité et d'amélioration. Cette préparation mentale te rend invincible, car tu auras déjà domestiqué le pire scénario. En dernière analyse, la maîtrise des pensées est l'art suprême du stoïcisme. Comme un alchimiste transformant le plomb en or, tu apprends à convertir chaque expérience, même douloureuse, en sagesse. Ton esprit cesse d'être un champ de bataille pour devenir un jardin où tu cultives délibérément les fleurs de ta paix intérieure. Et ce jardin, personne ne peut le détruire sans ton consentement. Pense à ton esprit comme à une salle de contrôle. Les événements extérieurs sont comme des données brutes qui arrivent sur l'écran, mais c'est toi qui choisis les boutons sur lesquels appuyer. Le stoïcisme t'apprend à ne pas réagir machinalement,
mais à sélectionner consciemment ta réponse. Entre le stimulus et ta réaction, il y a toujours ce précieux moment de choix. C'est là que réside ta vraie liberté. Les pensées négatives sont comme des mauvaises herbes. Si tu les laisses pousser, elles envahissent tout. Mais attention à ne pas les arracher avec violence. Cela ne fait que disperser les graines. La méthode stoïcienne est plus subtile. Observer sans juger, puis remplacer délicatement par une pensée plus constructive. Je suis nul devient j'apprends, comme tout le monde. Petit à petit, ton paysage mental se transforme. Nos pires tourments naissent souvent d'une pensée unique répétée en boucle. Le remède, la décentration stoïcienne. Demande-toi, est-ce que cette pensée m'aidera encore dans 1 an et dans 10 ans? Cette mise en perspective brise le cercle vicieux. Ce qui semble insurmontable à minuit paraît souvent gérable au petit matin. La pensée reste la même, seul ton point de vue change. La nuit est l'épreuve ultime pour la maîtrise des pensées. Allongé dans le noir, les soucis prennent des proportions démesurées. Les stoïciens recommandaient cette technique. Visualiser tes pensées comme des feuilles emportées par un fleuve. Tu les vois passer sans Y accroché. Ce n'est pas de l'évitement, mais une façon de dire « je t'observe, mais je ne te laisse pas m'envahir ». Les autres peuvent te blesser par leurs actes, mais ils ne peuvent jamais contrôler tes pensées, sauf si tu leur en donnes la permission. Quand quelqu'un t'insulte, c'est comme lui tendre un couteau et lui dire « blesse-moi si tu veux ». Le stoïcien garde ses armes mentales. Cet avis ne me concerne pas. Cette critique ne définit pas qui je suis. Ton fort intérieur devient une forteresse imprenable. Enfin, souviens-toi que les pensées sont des outils, pas des vérités absolues. Une pensée n'est qu'une pensée, pas un fait gravé dans le marbre. Le stoïcisme nous apprend à les essayer comme des vêtements. Cette interprétation me va-t-elle? Est-elle utile? Sinon, tu peux simplement en choisir une autre. C'est ça, le vrai pouvoir. Savoir que tu n'es pas tes pensées, mais celui qui les accueille ou les laisse passer.